Bonjour à tous. Nous allons maintenant en venir à la question de l'Union européenne dans le cadre de l'existence de cette grande nation européenne qui comprend plusieurs composantes. Alors, si on met les choses en perspective, il faut comprendre que l'Union européenne, c'est en fait la manifestation des Européens de se regrouper pour former une entité politique. C'est donc l'émergence ou la réémergence d'une unité politique et économique européenne. Il faut comprendre l'Union européenne comme la première étape, en fait, vers la constitution d'un État européen. La construction européenne, ça n'a de sens que si à terme, elle débouche sur la constitution d'un véritable État, un État de nature fédérale, pour prendre en compte les diversités de l'Europe, mais un État qui est capable de défendre les intérêts des Européens et de faire en sorte que les Européens se sentent partie prenante d'une même communauté et d'une même communauté de destin. D'ailleurs, l'objet du traité de Rome, c'est une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. Et une union sans cesse plus étroite, ça suppose une union graduelle et continuelle qui aboutit donc à un certain moment à la création d'un État européen, souverain sur la scène internationale. Et le principe que le traité de Rome expose, énonce plutôt, c'est-à-dire l'union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, il suppose l'existence d'une identité européenne de ces peuples européens. Et donc cette identité européenne, elle existe et elle conduit à l'unification de l'Europe et pas de peuples qui seraient hors de l'Europe. Donc c'est bien la volonté, il s'agit bien d'une volonté européenne de se regrouper en une unité pour défendre les intérêts des Européens et pour créer une communauté qui va conduire à un destin commun. Et c'est bien normal parce que comme nous l'avons vu, les Européens en fait sont les membres, chaque peuple européen est la composante d'un grand peuple européen. Les nations européennes constituent la grande nation européenne et donc c'est bien normal que ces composantes cherchent à se regrouper et historiquement c'est la construction européenne et notamment le traité de Rome qui exprime cette volonté. Mais alors, compte tenu des longues et persistantes et profondes rivalités entre les diverses composantes de cette Europe, pour des raisons historiques, on comprend bien que la volonté des Européens pour s'unir, elle devait d'abord passer par une phase, je dirais, confédérale, c'est-à-dire une fédération d'États souverains pour l'essentiel, parce que comme les différences étaient assez marquées et les conflits avaient été longs et importants, on ne pouvait pas directement procéder à une unification dans un cadre directement d'un État souverain, d'un État fédéral. Il fallait d'abord passer par une confédération. Un peu comme les Suisses au début, depuis le milieu du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, 18e siècle, se sont d'abord regroupés dans une confédération, parce qu'ils ne parlaient pas la même langue, parce qu'ils avaient chacun leur tradition, leur identité propre, hein, même s'ils faisaient partie bien sûr d'un groupe commun qui possédait une identité commune. Et donc ils se sont d'abord regroupés dans une confédération. Et c'est seulement par la suite, à la suite de l'existence de cette confédération, et parce que pour maintenir leur unité, ils avaient besoin ensuite de créer un État fédéral pour faire en sorte que cette confédération ne se dissolve pas
notamment en 1840 quand les Suisses ont commencé à se quereller entre eux, avec certains qui se sont alliés à l'Autriche et d'autres qui ne voulaient pas être alliés à l'Autriche. Donc il y avait un risque d'éclatement, et ce risque d'éclatement, il a été surmonté par la création, la constitution d'un véritable État fédéral suisse, donc en 1848. Et là, on est dans la même situation pour l'Europe. On a eu la constitution d'une confédération, c'est-à-dire d'une fédération d'États souverains pour l'essentiel, mais qui ont délégué certaines parties de leur souveraineté à l'Union européenne. Et cette confédération, maintenant, doit déboucher sur un État fédéral si elle ne veut pas se dissoudre. Alors la Confédération européenne, elle est constituée par une commission qui pilote la politique commerciale et de concurrence de l'Union européenne. Cette commission, elle est sous le contrôle du Conseil européen, qui est constitué par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, et elle est sous le contrôle du Parlement européen, qui ratifie ce qui a été entériné par ce Conseil et par la Commission. Et en outre, la Commission de l'Union européenne, elle exerce des compétences partagées, hors les domaines de politique commerciale et de concurrence. Elle exerce d'autres compétences, mais en partage avec les États locaux, notamment pour l'agriculture, développement territorial, la recherche, l'énergie, les transports, protection des consommateurs et l'environnement. Donc on a quand même l'existence d'une véritable confédération avec des prérogatives importantes. Et cette confédération, en plus, elle dispose désormais, avec l'instauration de la monnaie unique, d'un noyau fédéral monétaire. Parce que la monnaie, c'est un attribut de la souveraineté, c'est une composante essentielle de la politique économique. Ça permet d'influer sur la fixation des taux d'intérêt, donc le coût de l'emprunt public, le budget, le niveau de l'inflation, le niveau de l'activité, de la croissance et donc du chômage. Donc on pourrait dire 50% de la politique économique de chacun des États de l'Europe qui est prise en charge par la Banque Centrale Européenne qui est responsable et qui gère la monnaie unique, l'euro. Donc dans cette union confédérale européenne, on a déjà un noyau fédéral monétaire. Donc on peut dire qu'on a déjà un demi-État européen. Et ce demi-État européen, donc une confédération d'États, une fédération d'États souverains pour l'essentiel, elle doit déboucher sur un État fédéral, sans quoi elle risque de disparaître, et parce que l'organisation actuelle de l'Europe, malgré les avantages qu'elle apporte, n'est pas assez solide, donc n'est pas assez puissante, et donc ne permet pas de défendre correctement les intérêts des Européens. Donc il faut comprendre que l'Union européenne, en fait, même si c'est quelque chose qui était utile, c'est quelque chose qui ne suffit pas. Alors il faut rappeler que l'Union européenne elle a quand même certains travers, pour l'essentiel concernant la politique de la concurrence qui va souvent même trop loin. Je pense notamment par exemple au secteur de l'énergie. Mais elle a quand même des avantages et elle a apporté plus d'avantages que d'inconvénients. Donc c'est quand même quelque chose d'utile, notamment pour assurer le rapprochement préalable entre les États et les peuples européens, qui maintenant leur permet de concevoir un avenir fédéral en commun. Maintenant, c'est quelque chose dont il est possible de parler, de vouloir et de poursuivre activement, et qui a déjà été en partie créé avec la monnaie unique et la Banque Centrale Européenne. Mais comme je l'ai dit, l'Union Européenne ne suffit pas. Elle n'est pas assez solide et elle n'est pas assez puissante. Alors elle n'est pas assez puissante parce qu'évidemment, elle n'a pas d'unité en matière militaire, ni diplomatique, ni en matière de politique industrielle, ni de politique de recherche, ni de grandes infrastructures de transport.
Donc elle ne permet pas de constituer une puissance européenne qui est capable de défendre les intérêts des populations face aux Russes, face aux Américains notamment, à l'exportation par exemple. Donc, et ça ne permet pas non plus de faire une grande politique industrielle à l'échelle de l'Europe, de concevoir des infrastructures à l'échelle de l'Europe, une recherche dynamique à l'échelle de l'Europe. Donc, l'Union européenne ne suffit pas. Hein. Imaginez dans quel état seraient les États-Unis si chacun des 50 États avait leur armée, leur diplomatie, leur politique industrielle, de transport, leur recherche, etc. Les États-Unis n'auraient pas les moyens de défendre leurs intérêts. Alors, il faut rappeler que l'Union européenne aussi n'est pas assez solide. C'est-à-dire que dans la situation actuelle, l'Union européenne a à peu près 40% ou 30% des pouvoirs, et les États locaux ont 70-60% des pouvoirs. Ça veut dire que ni l'Union européenne ni les États locaux, France, Italie, Allemagne, n'ont les moyens d'agir pleinement. Donc ils se gênent mutuellement. Donc cette situation, ce type de situation peut être utile si elle est transitoire et si elle accompagne un processus dynamique qui permet un jour d'établir un État européen. Parce que là, il y a une cohérence, il y a un but commun entre tous les États qui leur permet d'aller dans la même direction pour construire ensemble un État européen, qui ensuite aura les bons leviers pour agir. Mais si la situation actuelle se prolonge, eh bien, les forces centrifuges qui, chacune essaie de défendre leurs intérêts, vont prendre le dessus. Parce qu'il n'y a pas d'objectif commun de création d'un État fédéral clair, pas d'objectif clair, et donc le système confédéral de l'Union européenne actuelle ne résistera pas aux tendances centrifuges. Parce qu'il y aura, comme il n'y a pas d'objectif commun pour aller dans une même direction, claire, c'est-à-dire que chaque État, les populations savent que l'objectif, c'est la création d'un État fédéral européen. En dehors de cet objectif, qui est le seul valable, parce que le reste, on peut pas, il n'y a pas 36 objectifs en matière de politique, en matière d'unification et de construction européenne. Là, on est dans la phase confédérale, maintenant il faut passer à la phase fédérale. Donc sans cet objectif, les forces centrifuges à l'intérieur de chaque pays européen vont nécessairement prendre le dessus. Parce qu'elles veulent défendre les intérêts locaux au détriment des intérêts européens. Et donc, sans avancée significative et sans but pour la création d'un État fédéral, les forces centrifuges vont prendre le dessus, tôt ou tard. On le voit avec la montée très importante de l'euroscepticisme à travers l'Europe depuis 20 ou 25 ans, donc, et notamment par exemple avec le Brexit. Donc ces forces vont petit à petit prendre le dessus et l'Union européenne se dissoudra. Et si l'Union européenne se dissout, il est évident que chaque pays européen va en souffrir gravement et leur situation sera compromise. Donc voilà ce qu'il fallait dire en ce qui concerne les caractéristiques de l'Union européenne, son sens au sein de l'histoire européenne et son sens en tant qu'étape vers la création d'un État fédéral européen. Merci.